Youré, est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, de vous présenter brièvement? Oui, bonjour à tous qui suivent notre conversation. Je suis, pour commencer par cette remarque, je suis très heureux de découvrir finalement en France quelqu'un qui pense dans la même ligne de combat. Parce que je suis fatigué d'expliquer à mes anciens amis comment fonctionne la politique internationale et comment on doit agir pour maintenir notre intégrité morale et notre indépendance intellectuelle. Il s'agit, mais nous pouvons revenir dans ce sujet plus tard maintenant pour expliquer à votre public qui je suis et pourquoi je suis dans cet entretien. Je suis journaliste et éditeur comme profession de base. J'ai commencé mon travail comme journaliste en 1979. 79. Vous pouvez imaginer. À l'époque soviétique, après ça, j'ai fini mes études universitaires à l'Université d'État en mon pays, Moldavie, République de Moldova ou Moldavie, est l'ancien territoire, éternel territoire roumain, mais qui a été libéré quelquefois par l'Empire russe, après ça par l'Empire soviétique, c'est la Roumanie de l'Est, pour comprendre. L'ancienne soviétique, République soviétique Moldavie. J'ai commencé mon combat politique ouvert en 1988. Avant ça, j'étais un jeune intellectuel qui a été en permanence parmi les dissidents, l'écrivain, les peintres, les personnes qui ont été dans ce milieu de bohème, parce que pendant la période soviétique, il était impossible de faire la politique active. C'est pourquoi mon rêve a été d'être écrivain ou critique littéraire, je ne sais pas. Euh, mais pendant la période perestroïka, j'ai commencé le combat politique comme plusieurs personnes de ma génération. Et à partir de ce moment, j'étais en permanence sur le risque d'être emprisonné. Je ne sais pas euh, le chiffre exact, mais il s'agit de dizaines et dizaines de tentatives de finir avec Yuri Roshka en Moldavie. Bon, j'étais le chef du parti nationaliste et anticommuniste, au mouvement initialement, pendant 2 décennies, peut-être 25 ans. J'étais 4 fois membre au Parlement national, 2 fois vice-président du Parlement, et seulement une fois, pour quelques mois, vice-président de notre gouvernement en 2009, responsable de la structure des forces, le ministère de Défense, le ministère de Justice, le ministère de l'Intérieur, toutes ces structures qui sont très spécifiques, la police des frontières. En 2009, mon parti a fini sa présence au Parlement. Après 19 ans, nous deviendrons parti parlementaire en 1990. Et après 19 ans, il s'agit de 5 législatures successives. Nous étions, comment on dit en français, débarqués, Oui. marginalisés. Il s'agit d'une très longue guerre idéologique et média et psychologique contre moi-même. J'étais en permanence et je suis maintenant dans ce moment-là aussi, diabolisé, caricaturisé, présenté comme un fou, comme toujours pour compromettre la personne qui a une certaine influence dans son pays. À partir de ce moment-là, en 2009, j'ai continué ma activité de journaliste parce que j'étais capable d'écrire tous mes discours. Je n'ai besoin de speechwriter.
I'm my own speechwriter. Euh, J'avais publié une série de livres, j'avais traduit quelques livres, et j'avais organisé plusieurs événements culturels et académiques avec les personnes qui sont dans ce genre d'activités, universités, académies de sciences, intellectuels de divers pays, avec mes connexions internationales. Euh, mais en- Malheureusement, j'ai resté en permanence en opposition. En 2009, en Moldavie, les Américains et les Russes ont organisé un très spécifique coup d'État contre le président de la République, qui a été communiste, mais qui a été indépendant. Aucune subordination à Moscou, ou à Washington, ou Tel Aviv. Il a essayé de promouvoir une politique économique et étrangère indépendante. C'est pourquoi, initialement, ils ont essayé de liquider lui. Cette tentative a échoué parce que j'ai reçu cette information, c'est une autre histoire très délicate. Monsieur le Président, l'ancien président de la République de Moldova, Voronin, il ne veut pas parler de cette situation très difficile pour lui d'une manière publique parce qu'il m'a dit, j'ai l'enfant, j'ai le grand enfant et je dois protéger eux. J'avais parlé d'une manière ouverte concernant mes situations très, très spécifiques. En 2009, après coup d'État, les groupes criminels qui se sont organisés en soi-disant partis politiques ont usurpé le pouvoir dans la République de Moldova d'une manière directe, anticonstitutionnelle, avec l'applaudissement de l'Union européenne, des Américains et tout le monde, à l'exception de Moscou qui a resté silent, mais pas en conflit direct. Bien sûr, j'étais très actif contre cette situation politique très, très spécifique. Il s'agit de mafia, de oligarques, de criminels économiques et tout ça. Après 2009, ils ont essayé plusieurs fois d'emprisonner moi. En 2009, en 2010, en 2011, en 2010, 2016, en 2016, par exemple, pour comprendre comment ça fonctionne. J'étais déclaré comme membre participant d'une organisation criminelle qui s'occupe de l'extorcation d'argent, de corruption des juges et des procureurs, aberration totale. En 2010-2011, j'étais sous l'enquête pénale à cause de présumées tentatives d'assassiner trois officiers de police. Assassinat, tentative préméditée d'assassinat. Il s'agit de 25 ans ou pour toute la vie, pour toute la vie. Et ça s'est passé en permanence. Mais sans succès parce que je reste très connu pas seulement en Moldavie. Et c'était possible d'être très actif à la période d'enquête pénale ou à la période d'examination initiale de persécution pénale en justice. Mais en 2017, ils ont commencé une autre action contre moi. Il s'agit seulement d'une plainte pénale qui a été écrite par un provocateur professionnel, un escroc, tout le monde savent, qui travaille avec les procureurs et les officiers euh, comment dire, de département anticorruption. C'est le siège principal de corruption dans la République de Moldova, comme partout. La plainte a dit, Yuri Roshka a essayé de faire trafic d'influence 15 ans avant. C'est une blague, bien sûr, mais après, seulement en 2024, 2017-2024, ils ont changé deux fois les juges. Finalement, ils ont sélecté le nouveau régime, il s'agit de 5 ans, je crois, qui est contrôlé totalement par les réseaux Soros, et je suis la plus vocale personne qui critique la mafia Soros, le démonisme, le LGBT, la colonisation économique, l'ONG-cratie, la médiacratie, l'expertocratie,
En Moldova, nous ne sommes pas trop de gens qui sont capables d'expliquer d'une manière cohérente et profonde et complexe ce genre de phénomène. Il ne s'agit pas de conflits personnels avec les gars qui sont au pouvoir et je suis en opposition. Non, il s'agit d'une explication systémique, holistique des situations réelles dans mon pays, dans mon région et au niveau des politiques internationales. Bon, une dame qui a été la chef, maintenant la justice, soi-disant justice moldave, est totalement féminisée. Le féminisme a triomphé. Le féminisme radical et stupide a triomphé en République de Moldova. Vous devez vérifier qui sont maintenant les ministres. Les jeunes dames qui sont après 25 ou 30 ans sans aucune passé, sans aucune qualité professionnelle, sans famille, sans rien. Quelqu'un sont anciennes prostituées, vous savez. Bon, euh, pour finir avec Yuri Roshka, une dame qui a été responsable ou la chef provisoire au niveau de justice de mon capital, Chisinau, a, a été capable de transmettre mon dossier pénal à une dame qui a été en complicité, d'une manière totalement illégale, parce qu'il s'agit d'une manière aléatoire de distribution des dossiers, vous savez. Bon, la fin de ce spectacle sinistre ou pénible, si vous voulez, les procureurs le parquet anticorruption, ont demandé contre Yuri Roshka 4 ans de prison. On dit 4 ans, oui, de prison. La jeune dame qui a été dans la position de justice a condamné Yuri Roshka à 6 ans. C'est une première absolue pour notre pays, peut-être pour le monde. Usuellement, si le procureur demande 4 ans, le juge diminue la prétention du procureur en faveur de personne qui est en train d'être emprisonnée. Non, 4 versus 6 ans. Ça s'est passé à 2 août 2024. J'ai reçu l'information que si je suis emprisonné, c'est fini, dans quelques semaines ou quelques mois. J'ai décidé de quitter le pays, de m'expatrier 2 jours avant cette session spéciale finale de tribunal, de la justice spécifique sorosienne en Moldavie. Je suis à l'étranger depuis 2 ans et après 1 an et quelques mois, la Cour d'appel de Moldova ou Moldavie, il s'agit de 3 personnes très jeunes, trois messieurs qui sont moins que 40 ans. Très bien, très bons vivants, très heureux, tout ça. Et ils ont réduit la peine initiale. 4 ans, ça suffit pour Yuri Rushka. 4 ans, c'est OK, c'est bien. Mais la décision des cours d'appel est exécutoire, à la différence de la décision de premier niveau. Maintenant, je suis en train d'attendre, je ne sais pas quand, mais peut-être cette année, peut-être après 2 ans ou 3 ans, la décision finale de la justice moldave. Et après ça, on va voir si la Cour européenne des droits de l'homme, totalement contrôlée par les réseaux Soros et les loges maçonniques, est capable de faire la justice à l'avantage des citoyens de la République de Moldova, Yuri Roshka. C'est une histoire. Revenons, si vous voulez, à l'épisode du masque du fils du général. Il est évidemment derrière nous en illustration depuis le début de cette émission. Cette photo d'Alexandre Douguin avec ses lunettes derrière un masque avec l'aigle bicéphale qui est le symbole de la Russie de toujours. C'est ça qui commence à vous interroger sur Oui, la sincérité. Est-ce que c'est ça qui est mis en question, la sincérité ou la rationalité d'Alexandre Douguin dans cette affaire de Covid-19, de pandémie? Vous oui, le oui. rappelez dans l'article, je crois qu'il faut le dire ici à l'antenne, vous parlez aussi des aspects dépopulationnels
de cette pandémie, de ces injections obligatoires, euh, cette immense transformation de manière générale, cette immense transformation par la stratégie du choc des sociétés, de la société mondiale, en particulier des sociétés occidentales. J'inclus là-dedans maintenant, vous me pardonnerez, y compris la Moldavie, hein, qui a été absorbée par l'Empire occidental maintenant. Euh, est-ce que c'est ça qui est remis en question pour vous dans votre esprit, sa sincérité? Oui, oui, bien sûr. Vous savez, seulement pour vos auditeurs, pour votre audience, peut-être en France, personne ne savent qui est la personne qui a dirigé la, l'opération de génocidaire en Russie. Quel est le nom de principale figure qui a organisé l'assassinat en masse en Russie pendant la période de soi-disant pandémie? Alexander Ginsburg, hein? Un nom très russe. Alexander Ginsburg. Pourquoi tous les dirigeants des compagnies transnationales pharmaceutiques sont par accident, comme par accident juifs? Pourquoi en Russie, on a la personne qui dirige soi-disant l'Institut Gamaleyi, je ne sais pas qui est Gamaleyi? Pourquoi Sputnik V, il s'agit des cornes des diables? Pourquoi l'opération militaire VZ? Pourquoi cette série de symbole énigmatique de... Vous savez, quand, pendant la courte guerre d'Israël et des pays arabes en 1967, les symboles des techniques militaires israéliennes avaient deux symboles, V et Z, comme l'opération militaire spéciale. Salut! Vous comprenez maintenant? Bon, Alexander Ginsburg a reçu tous les ordres et médailles de la part de Poutine, grand sauveur du monde. Poutine a fait 3 ans la propagande directe ouverte pour l'injection. L'injection forcée en armée à toutes les personnes qui travaillent à l'enseignement public, au secteur de santé publique, euh, business et tous les services spéciaux. Tous les secteurs sociaux ont été injectés en Russie d'une manière forcée. Et Dugin parle de philosophie, d'abstraction, de néoplatonicien, d'abstraction intellectuelle. C'est quoi? Attendez, juste que j'explique ça à nos auditeurs. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au moment où il y a cette campagne qui est l'équivalent de Warp Speed aux États-Unis, mais sauf que là, c'est l'opération Sputnik 5, Sputnik V, comme on voudra. Au moment de l'opération Sputnik 5, Sputnik V, Vladimir Poutine va dans les médias pour faire 3 grandes, on va dire, vagues de propagande en direction de la vaccination forcée, déjà de tous les fonctionnaires, dites-vous. Et puis, à ce moment-là, Dugin est occupé à quoi? À publier ou à faire des interventions sur le néoplatonisme et des choses de ce genre, alors que l'affaire du jour, c'est bien sûr le mensonge, la farce sinistre et macabre dont vous parliez tout à l'heure, la pandémie Covid-19. C'est bien ça, Yoré? Oui, dans la même période, il avait une longue interview avec un gars qui a demandé Dugin de la musique pop après la période soviétique, son ami Kuryokin, ce genre de spectacle pénible avec Aleister Crowley. Il n'a pas nommé Aleister Crowley, mais la même histoire. J'étais... Alors ça, je crois que... Ah, Attention, on est en 1995, hein, je crois. non, 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 Yuri. je parle de période de covidisme quand Dugin a été très présent. Mhm. Tsargrad et les autres interviews avec les Eurasiens. Seulement les choses qui ne sont pas liées avec la grande tragédie du monde, la grande réinitialisation. Bon, Mhm. en même temps, vous devez savoir ça. C'est une question de, comment on dit, dissonance cognitive. Mes amis d'époque, Youssef Indy a publié une bouquin très, très bien faite, Covidisme et messianisme. Mhm. Covidisme, yes, oui, et messianisme. Pierre-Antoine Blacquet a publié dans la même période un livre très bien fait qui s'appelle Globalisme et dépopulation.
en parlant d'injection forcée, de les autres méthodes qui ont été en grande mesure lancées par Rockefeller ou Mhm. par les Bill personnalités, Gates, Henry Kissinger et les etc. autres. Ouais. Henry Kissinger, Gazvini, avortement, Gazvini, la politique de destruction des familles, toutes les stratégies. Mais j'avais demandé à eux, Youssef, Pierre-Antoine, pourquoi vous êtes dans la première ligne de ce combat et notre ami Douguin, non. Comment ça fonctionne? Je ne peux Alors, pas. je vais vous donner la réponse. On a une réponse très simple avec Monsieur K. C'est que vous avez la bonne dépopulation, c'est la dépopulation russe, et vous avez la mauvaise dépopulation, qui est la mauvaise, la dépopulation américaine. Alors, ça marche avec à peu près tout, hein. Ça marche avec la numérisation, la cabale, voilà. Vous remplacez bon par russe, et c'est OK. Et effectivement, vous avez parfaitement raison que je crois qu'on a perdu Monsieur K. Si vous voulez, on fait juste une pause, pour le temps qu'il revienne. Ah, il est là, il est Oui, là. pas de problème. Oui, il oui. est là, il est Voilà. là. Non, non, alors juste pour meubler, c'est que effectivement, je disais à Yuri qu'en fait, il y a la bonne dépopulation, et effectivement, et là, je pense qu'on arrive au cœur aussi du sujet alors, Dugin, mais par in extensio, c'est-à-dire que on a coutume de dire, nous, en France, que la dissidence française va être alignée sur la flèche Dugin, c'est-à-dire les ordres ne vont pas intervenir par mail, mais il suffit que vous ayez un tweet, une direction qui va dire OK, Trump est génial, Trump est en train de la faire envers à Netanyahou, pour que Alain Soral, Youssef Indy, Pierre-Antoine Plaquevent, Lucien Cerise, et pardon si j'en oublie, répercutent le message. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ensuite il module en disant oui, mais finalement Donald Trump, c'est pas forcément la bonne chose, mais c'est J.D. Vance, hop, tout le monde, c'est J.D. Vance va nous tirer du mauvais pas de Donald Trump. Et là Oui, maintenant, nous sommes à nouveau dans l'histoire. Donald Trump a fait un coup de génie contre Netanyahou. Pardon pour la parenthèse, mais c'est vraiment pour expliquer. Je crois qu'on l'appelle The Vogue, hein, de quelque chose comme ça. Mais donc, on a la bonne des populations. Et là, vous demandez à vos amis français de la dissidence, qu'est-ce qui se passe? what the fuck? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on vous Notre répond? ami, notre boss intellectuel est aussi silencieux, aussi modeste dans ce genre de discours. Il est très vocal d'habitude. Voyez-vous, je crois que c'est seulement mon opinion. Dugin est un grand intellectuel, mais il lui manque le courage, la masculinité, la vigueur de personne qui est capable de risquer sa vie pour la cause supérieure, pour sauver les autres. C'est pas seulement just talking. Tu dois parler dans les moments critiques en faveur de l'intérêt national de ton peuple, malgré tout. Mais pas après pas, j'ai découvert qu'il répète en permanence le discours officiel du Kremlin. Oh oh, oh oh, c'est pas pour moi. Bon, j'ai continué de publier mes articles, même quelques articles sont critiques par rapport à multipolarité dans ce site et dans Strategica à l'époque, covidienne et post-covidienne, mais je dois accentuer que j'avais compris que je dois réorganiser le forum de Kishinev sans Dugin. Pourquoi? Parce que pour une raison ou une autre, quelqu'un a interdit Dugin de continuer la coopération avec Yuri Rushka. Pourquoi? Parce que mon discours a devenu très radical anti-synagogue du Kremlin. Très radical. À l'époque de covidisme. Et ils ont commencé de disparaître, de couper les contacts avec moi l'un après l'autre, comment on dit, one by one. Bon, L'un après l'autre. l'un après l'autre. Maintenant, ils ont commis une erreur stratégique, à mon avis.
les dirigeants des Douguine. Je peux nommer cette situation comique manque de vigilance prolétaire. Manque de vigilance. Pourquoi? Parce qu'en avril 2023, le régime de Poutine, en coopération avec ses subordonnés de l'équipe de Douguine, ont organisé une conférence internationale qui s'appelait Sur la multipolarité. Dans ce moment-là, ce moment-là, j'étais déjà bien préparé. J'avais consommé plusieurs livres pour comprendre. Le Club de Rome, j'avais étudié d'une manière très attentive les livres de euh, oh, Pierre Hillard, la carte qui avait publié par lui dans cette livre archive du mondialisme et les autres. Et j'avais compris comment ça fonctionne, multipolarité, BRICS. J'avais publié plusieurs articles, plusieurs, pas un article, plusieurs articles. Mais dans un moment donné, j'avais reçu un coup de téléphone de la part de Moscou. Je crois que c'était Leonid Savim qui est dans la même équipe de Dugin. Puis il m'a écrit, je ne sais pas exactement. Monsieur Rochka, est-ce que vous êtes d'accord de participer sur cette conférence internationale sur la multipolarité, on the multipolarity? Ça a été pendant une longue conférence pendant 29 avril 2023. Chacun participant avait 5-6 minutes. J'avais préparé pendant une semaine mon discours en anglais. Et je suis en train de les publier. Si quelqu'un veut vérifier, vous pouvez entrer sur mon chaîne de Telegram, Yuri Rochka, et vérifier. 29 avril 2023. Bon, ça a été une opportunité colossale pour moi pour déclarer une divorce officielle avec le mouvement multipolariste, avec l'illusion BRICSoïde, ou comment on peut dire, oui. Je devais présenter les arguments parce que l'événement a été transmis en direct par VK. VK. Contact est contrôlé par un sioniste qui s'appelle Sergei Kirienko Israël, numéro 2 dans l'administration Poutine. Bon, VK. Et plusieurs personnes de différents pays ont suivi l'événement en direct. J'avais présenté mon discours. En avant, j'ai préparé la version anglais, russe, roumain, français. Et après ça, dans la même journée, Allemagne, portugais, espagnol, italien. Les autres ont traduit. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué. Malheureusement, pendant les dernières années, les personnes qui sont plus ou moins intelligentes ont compris que la multipolarité n'existe pas, qu'on a une seule centre de gouvernement ou gouvernance mondiale. Le siège de gouvernance mondiale, c'est l'ONU, l'Organisation pour la santé, comment on dit, OMS. L'OMS. OMS, et les autres agences qui sont sous le contrôle des satanistes qui organisent la dépopulation. Et j'avais présenté 4 ou 5 exemples de dirigeants africains qui ont été tués pendant la période 2020 et 2021, la liste. Et j'avais dit, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde, tout le monde ont été sous le même projet de dépopulation, de modification génétique, de guerre psychologique et biologique contre l'humanité. La grande réinitialisation, le socle pour changer le monde
la grande transformation technocratique et transhumaniste a été accélérée par l'événement qui s'est passé pendant la pandémie. Et j'avais fini comme ça. En tenant compte de toute cette situation, série de situations géopolitiques, évidemment, on peut conclure concernant la multipolarité que dans le meilleur cas, il s'agit d'un rêve souhaitable, rien de plus. Les organisateurs ont été nerveux. Qui a été participé dans cette émission, dans cette conférence internationale? Monsieur, qui a commencé? Monsieur le ministre d'Extérieur, Lavrov, qui est pas russe, vous savez. Lavrov, son copain, Monsieur Maria Zakharova, Madame Maria Zakharova, qui est porte-parole, après ça, Dugin et les autres, pendant toute la journée. Cet moment a été un moment clé pour moi parce qu'il s'agit d'une déclaration d'émancipation, d'indépendance, de divorce, de fin d'histoire de coopération avec les multipolaristes. Ça n'a pas été une déclaration de guerre. Seulement, j'avais dit, je ne peux pas rester avec vous. Salutations. Mais pendant la journée, les personnes de différents pays ont commencé d'écrire d'une manière très active. Oh, Yuri, tu as raison. Tu as raison, on va rester en contact. J'avais reçu plusieurs messages. Mon texte a été traduit dans quelques trois ou quatre langues différentes pendant cette journée. Et j'avais constitué le noyau dur des futures réunions internationales Forum de Chisinau, sans multipolariste. Ça a été Alors, j'ai une question. le truc. Ouais, j'ai une question, Yuri. Là, on est en date du 29 avril. Comme vous le savez tous les deux, vous avez produit un article, et je vous laisserai donner les détails, pour le site Strategica sur l'orthodoxie religieuse d'Alexandre Douguine. Et là, nous Oui. sommes en mai 2023, et je m'en souviens très bien parce que c'est à travers cet article, alors, où j'avais été surpris, mais passons, j'avais fait un commentaire qui lui avait été supprimé, mais j'avais trouvé celui de M. K qui était resté. Et effectivement, il s'interrogeait sur deux, trois choses, sur comment se faisait-il que vous n'aviez pas alors vu certaines choses sur Douguin qu'il suffisait de googliser en 10 minutes. Voilà. Et c'est suite à cet article et aux difficultés de Pierre Hillard, qui alors sortait le livre Les permanences de la Russie, d'accord, en juin 2023, que ces problèmes de censure, de bouchétisation, etc., ont commencé. Et ce qui a donné naissance d'ailleurs à Boucher Double un mois après. Mais j'aimerais revenir sur effectivement l'envers du décor, c'est-à-dire comment en êtes-vous arrivé à produire un tel article? Oui, 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 mais ça s'est passé pas au mois de mai. Peut-être, Youssef Indy m'a demandé d'écrire quelque chose sur l'identité religieuse de Douguin. J'étais dans une relation très, très amicale avec Youssef. J'avais rencontré Pierre Hillard à Paris seulement une fois. Il s'agit de 2018, je crois, ou de 2017, je ne sais pas exactement. J'étais en train de publier son livre Les chroniques de mondialisme. Mondialisme. Anthony Bonami m'a fait connaissance avec lui. Je savais très bien que Pierre Hillard, Youssef, Pierre-Antoine, Lucien et les autres sont dans la même compagnie, dans la même équipe avec Soral et tout ça. Je ne pensais pas qu'il s'agit d'un divorce, d'un conflit. Seulement les discussions entre camarades, entre amis. C'est vrai, j'avais vu pas une seule fois quand Dugin a prié comme un normal pratiquant orthodoxe, son fille, Daria. Et j'avais écrit ça parce que je ne connais pas euh, le spectacle sinistre qui s'est passé en 1995. Mais pour être précis,
Euh, Concernant l'attitude publicitaire ou très timide de Dugin à l'époque du Covid, je crois que j'ai supposé qu'il s'agit seulement de manque de courage et de capacité d'intimidation de la part du régime Poutine, parce que nous savons en Russie, c'est très simple de faire quelqu'un de arrêter son discours critique ou différent. C'est pourquoi ça a été seulement pour moi une constatation. Il s'agit d'une personne qui n'est pas nécessairement un héros. C'est c'est tout. Mais j'étais sûr qu'il s'agit d'une personne décente, croyant, pratiquant, et aucun lien avec le satanisme, l'ésotérisme et tout ça. C'est pourquoi j'avais écrit cet article. À la Euh, demande de Youssef Indy, hein, c'est ce que vous avez oui, dit. oui, Youssef m'a Alors demandé pour je me stratégie. permets, les auditeurs connaissent à peu près cet épisode, mais il est toujours bon de le rappeler en perspective. C'est-à-dire que il nous est arrivé avec Monsieur K d'interpeller, nous avions reçu Pierre-Antoine Plaquevent pour le mettre face à certaines choses. Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy avaient d'ailleurs produit une vidéo en juillet 2023 où ils y allaient de façon feutrée contre Pierre Hillard en disant qu'effectivement c'était il y a 30 ans que Dugin avait changé. Nous avions égrené d'autres épisodes. Alors, vite fait en passant, vous avez celui de 2017 où Dugin rappelle que la Kabbale est la plus grande invention humaine. Vous en avez d'autres qui sont de 2011 ou 2012, où je crois que c'était là où il rappelait que bah, le bon christianisme était, si vous voulez, accouplé à tout ce qui était la Golden Dawn. Enfin, il y avait qu'à se baisser, si je puis dire. Et en fait, effectivement, sur l'occultisme, la Kabbale, c'est exactement comme pour la bonne dépopulation, la bonne numérisation. Et je crois également que vous avez aussi, en août 2023, fait des articles, fait des travaux, des conférences pour dénoncer les objectifs de développement durable en Russie. Et alors, nous le faisions également de notre côté avec M. K, c'est-à-dire qu'il était entendu que nous nous opposions à Soros et à Davos, et donc à tout ce programme écologique, dictature écologique, on va le dire comme ça, mais qu'en Russie, curieusement, eh bien, là, il n'y avait pas de problème. C'était presque parce que il fallait s'adapter au monde moderne, donc dans l'enceinte du cadre international, etc., etc. Et donc, on avait soit au mieux un silence gênant de la part de Pierre-Antoine Plaquevent et de Youssef Indy, ou au pire, une défense assumée de Lucien Cerise sur la bonne numérisation, lui que j'avais connu, qui faisait des ateliers pour expliquer sur Internet qu'il était important de combattre la fin de l'argent cash. Voilà. Et quand on a fait la même Bon, chose côté russe, il a dit, mais se servir des réseaux sociaux pour lutter contre cela, c'est absurde. Voilà. C'est pas une fin de Si parenthèse. vous permettez, Monsieur K. et Grégoire, chers amis, je dois préciser quelque chose. Quand j'avais écrit l'article sur l'identité religieuse de Dugin, j'étais absolument honnête. Je n'avais aucun sentiment de réjection ou critique par rapport à Pierre Hillard. J'ai tous les livres de Pierre Hillard. Vous pouvez les vérifier dans mon maison. J'avais lu tous les livres, sans exception. Mais je dis ça pas parce que j'ai besoin d'être son ami. Il n'est communique avec moi, il est très occupé. Je suis seulement un journaliste, il est un grand penseur et chercheur. Bon, je n'avais aucune idée que quand mon ami Youssef Indy m'a demandé d'écrire cette note, texte très court, il s'agit de quelqu'un qui tire les ficelles, qu'il s'agit de l'intrigue entre les Français qui sont en pour répéter les choses de M. Pierre Hillard, en bagarre, en discussion contradictoire. C'est pas mon but, c'est pas. Oui, oui, on a bien compris. Vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants. Et Et voilà. vous devez savoir, ça s'est passé au mois de mai, quand Hmm. a été publiée cette note. Au mois de août 2023, j'étais avec mon épouse en vacances en Grèce. Et j'étais en train de préparer
livre comme ça, La chute du capitalisme aux technocraties. La chute du capitalisme aux technocraties. Oui. Et quelqu'un m'a envoyé le vidéo avec le spectacle sinistre du 1995, Dugin et Aleister Crowley, l'évocation du diable. J'étais absolument contusionné, j'étais détruit, j'étais plus que choqué. C'est impossible. Et j'ai Ouais. commencé Yuri, il y a autre chose. Oui, il y a autre chose, c'est que Youssef vous a commandé cette petite notule, mais Mhm. il l'a conservée pendant plusieurs mois avant de la Oui, publier. oui, c'est Il a vrai, c'est vrai. choisi, c'est que ce n'est pas une note elle a été publiée au mois de mai, mais elle n'a pas été écrite au mois de mai. Et ça, c'est un point aussi Oui, oui, important. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, quand j'ai découvert cette vidéo, j'avais envoyé quelques messages à Youssef et j'avais, j'avais lui dit, Youssef, je suis étonné, je suis détruit. C'est pas une surprise, c'est incroyable. Et je me souviens, à l'époque, en cette période, j'étais un dirigeant politique, journaliste, et tout ce que vous voulez. J'avais en permanence, j'étais engagé de promouvoir les valeurs chrétiennes orthodoxes, les prières. Bon, c'est une autre histoire. Bon, pour revenir, j'étais choqué pas seulement par le vidéo avec Dugin, Aleister Crowley, la profanation, c'est absolument incroyable avec Kuryokin. Kuryokin, le musicien pop sataniste, à mon avis. Euh, Quelqu'un imite l'acte sexuel avec Dugin. Vous avez vu ça? Quand il lit l'invocation du diable, quelqu'un qui est derrière lui imite l'acte sexuel. C'est quoi? Et j'avais parlé tout ça avec Youssef. La réaction de Youssef a été très étrange pour moi. Mais ça s'est passé 30 ans avant. Mais pourquoi Dugin n'a démenti ça? Pourquoi il n'a écrit aucun texte? C'est normal, nous avons les périodes des erreurs, de stupidité, de naïveté, je ne sais pas, nous sommes les êtres humains, c'est normal. Quand nous sommes très jeunes, nous sommes en permanence, en permanent effort de comprendre cette. Peut-être nous avons l'intention de choquer, d'épater, de produire une impression, nous sommes cool, nous sommes capables de. Pas de problème. Mais où est le texte officielle, la réaction officielle après ça, oh, vous savez, j'étais aussi stupide. Non, il est en permanence, parle des génies de cette ce musicien qui a organisé ce spectacle et les autres spectacles avec les danses chaotiques. C'est c'est- c'est- c'est fin du monde. Bon, Alors, il faut savoir la aussi une réaction chose, du c'est que chef m'a. l'éditeur, pardon Yuri, mais l'éditeur français d'Alexandre Dugin, et qui l'édite encore aujourd'hui, hein, depuis 30 ans, c'est un certain Christian Boucher, donc, Mhm. qui est l'un des principaux spécialistes en langue française d'Aleister Crowley, et qui continue, allez, je sais pas, 5 fois par mois, à toujours soit vénérer Aleister Crowley, quand c'est pas Rasputin, quand c'est pas, enfin c'est toujours de ce goût-là. Voilà, pareil, il a réédité des livres qui ont été écrits en 2005 d'Alexandre Dugin, je crois, c'est Le Front de la Tradition, c'est reparu en 2017. Bon, là, il nous explique que l'acéphale est la chose ultime du monde. Donc l'acéphale, c'est le dieu sans tête Oui, qui, oui. à sa gauche, a la faucille et le Ah, tu ne parles marteau, et pas à de sa Lucien droite, le Cerise quand tu swastika. dis acéphale. Non, c'est pas Lucien Cerise acéphale. Non, 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 l'acéphale, c'est Ah, Alexandre Dugin. Alexandre ah, Dugin, qui met en avant le national-bolchevisme et le nazisme. Et en fait, leur front commun, finalement, hein, le front de la tradition, il faut le comprendre comme ça, le front commun, il est contre le christianisme. Il y a une phrase qui est intéressante aussi, c'est qu'à un moment, il va dire
il faut liquider la société ouverte et tous les épigones de Karl Popper, donc Soros, etc. Enfin, il faut comprendre comme ça. Mais il dit aussi les héritiers du démiurge. Et le démiurge, en fait, est un terme gnostique pour désigner le bon Dieu catholique. Oui, Et oui, là, oui, c'est vous le créateur du comprenez, monde. exactement. Donc, en fait, ils se servent de l'opposition contre le monde, on va dire protestant, etc., libéral, mais pour jeter le bébé avec l'eau du bain, pour jeter Édom. Vous avez raison. Mais pour revenir à nos amis de petite colonie française à Moscou, bien sûr, on peut dire que Xavier Moreau est le chef des tripes, d'équipe, qui est responsable pour l'intoxication des milieux dissidents nationalistes anti-système de France. Euh, c'est très comique de voir que Moreau, officiellement, est businessman, homme d'affaires et propagandiste. Bien sûr, être propagandiste en Russie, ça veut dire tu peux faire d'argent et business de succès. Hein. En Russie, tu ne peux pas être businessman avec une, une affaire fonctionnelle si tu n'as les connexions avec l'État russe, avec l'État qui est contrôlé par les réseaux de type mafieux. Une autre personne est mon ami, ancien ami, peu connu maintenant peut-être en France, mais qui est très présent à les chaînes de télévision de la Russie, spécialement Russia Today en anglais et en français. Arnaud Devlet. Arnaud Devlet, avocat international et depuis 2 ans, consultant politique, commentateur politique. Bon, Arnaud, il s'est installé à la Russie il y a 2 ans à l'occasion des dernières farces électorales pour la cinquième campagne de réélection de M. Poutine. Arnaud a simulé l'imposture de observateur international qui a constaté que les élections ont été brillantes, démocratiques, libres, sans aucun problème. Et après ça, il a resté à Moscou pour faire ce genre de propagande. J'ai utilisé dans mon article qui doit apparaître, je regrette, mais je me souviens cette expression, le terme pas très flattante, prestitute. Prostitute de presse. Comment tu peux dire que servir les intérêts des otaniens, des réseaux otaniens, sorosiennes, occidentales et européennes et européistes, c'est une question qui n'est pas très bonne, ne fait l'honneur pour les personnes sérieuses. Mais si tu es prostitute en faveur des clans Chabad Lubavitch de Moscou, tu es un euro. Et Arnaud doit expliquer à l'opinion publique comment il gagne l'argent avec les discours quotidiens de glorification de Poutine et de son régime antinational. Vous savez, une autre personne dans la même équipe est une personne qui, pour, pour qu'elle j'ai, ou pour qui, comment on dit, une grande considération, un grand respect. Il s'agit de Fabrice Sorlin. Il est le père de 10 enfants. Je connais ses parents qui habitent à Paris. Une personne brillante qui a été persécutée en France et qui s'enfuit en Russie il y a 10 ans, je crois. Je peux comprendre sa situation. Il est dans une situation tragique. Il est une personne très profonde, un catholique pratiquant, mais il n'a de choix. Il doit gagner l'argent. Il doit penser à ses enfants. Il a publié pendant des années mes articles dans la version française de le site Catecon, mais dans un moment donné, il a coupé tous les contacts avec moi. Et le dernier est plus connu militant ou Alors, dissident de un France. instant, il y aurait un instant.
Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu également en France. Ah, Ah, je il y a vous un problème de connexion, je pense. C'est quelqu'un que j'ai bien connu, Fabrice Sorlin, quand il était militant à Bordeaux et qu'il a eu toutes les affaires. Je ne sais pas si vous savez comment est-ce que les choses se sont produites, mais Fabrice Sorlin a dû quitter la France après une double infiltration de son organisation. D'abord par un pseudo-journaliste qui faisait ça pour le compte d'une émission qui s'appelait Les Infiltrés. Ils avaient donc fait une fausse émission dans laquelle ils infiltraient un journaliste qui se nom de Mahé, je crois que c'était Bruno Mahé, le nom du journaliste à l'époque, et qui en fait était à la fois un faux journaliste et un vrai agent de la DPSD, c'est-à-dire du GRU français, si vous voulez. Les services de renseignement militaires français ont infiltré l'organisation de Fabrice Sorlin pour surveiller les rapprochements possibles avec les services russes ou les services néo-soviétiques, si vous préférez, des milieux de jeunes officiers français du grade de lieutenant, capitaine, etc. J'ai eu le fin mot de cette histoire, parce que nous avons fait notre petite enquête ici, si vous voulez. Et les choses sont très compliquées, parce qu'à la fois, Fabrice est un garçon très estimable. Comme vous l'avez dit, c'est un catholique sincère, un père de famille nombreuse. C'est quelqu'un, d'ailleurs, je l'ai félicité pour la réception de la décoration par le régime néo-soviétique de son épouse, parce que pour ça, je crois que c'est sincère. Enfin, je pense qu'on peut le féliciter, parce que c'est vrai que c'est une dame très méritante. Mais vous voyez, c'est quelqu'un que j'ai aussi croisé dans le cadre des activités que j'avais avec mon épouse, parce que lorsqu'on a monté les Antigones ensemble, c'est Fabrice Sorlin qui aurait dû financer un certain nombre de choses, parce que même si nous étions une organisation 100% autonome, nous cherchions du financement pour pouvoir poursuivre la croissance d'une organisation féminine traditionnaliste sur l'ensemble du globe, si vous voulez. On a eu des réponses très positives de la sphère anglo-saxonne, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Canada, mais également en Russie, en Ukraine, etc. Et je n'ai jamais vraiment eu de réponse positive de Fabrice, parce que même si c'est lui qui tenait les cordons de la bourse pour le fonds Malofeyev, ce que j'ai appris bien plus tard, j'ai fait le tour de Paris à la recherche d'aide financière pour l'organisation de mon épouse, et ça n'a jamais pu se faire parce que ils avaient, je crois, identifié avant nous que nous étions trop indépendants, authentiquement intéressés par l'intérêt strictement national, et que même si nous avions une initiative de fraternité des femmes contre le féminisme à une échelle, on va dire, internationale, nous n'étions pas disposés à répercuter les éléments de langage et de propagande de la synagogue du Kremlin. Et donc, je n'ai jamais eu le moindre centime de ce côté-là, mais c'est Fabrice Sorlin qui était en charge de l'affaire. Vous voyez ? Donc, il faut tout se dire, puisque de toute façon, maintenant, si vous voulez, moi, avec l'affaire, avec ma femme, d'une certaine manière, les ponts sont brûlés. Hein. Là, je pars pour des mois et des années de combat pour prouver mon innocence. Je n'arriverai probablement jamais à prouver qu'elle a agi sous pression, parce que je ne vois pas comment j'arriverai à obtenir ces résultats, sinon parce qu'elle en conviendrait elle-même. Donc je crois qu'il est temps, le temps est venu de dire les choses, y compris sur les gens pour qui on peut avoir de l'estime, comme Fabrice. Voilà, il faut se dire les choses.